C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je vous remercie de me permettre de faire partie de cette initiative. Je suis chercheur. Essentiellement, je traite des chiffres, mais ma passion est d'améliorer le monde pour les enfants. Depuis les 40 dernières années, mon travail a été d'essayer de déterminer comment les êtres humains apprennent à vivre ensemble, ou plutôt comment ils apprennent à ne pas vivre ensemble. Et au cours des dernières années, le thème était l'intimidation. Et ça existe depuis toujours, mais ça a toujours été cet éléphant blanc dans la pièce. Et finalement, on commence à reconnaître le problème et il est temps. Et ce symposium est une preuve de ce fait et je suis ravi de faire partie de cet effort. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur ça maintenant? Malheureusement, les médias nous ont attiré l'attention sur ce sujet suite à la mort de beaucoup de nos enfants. Nos enfants nous disent, nous répètent que c'est un problème qu'on doit régler. Et au cours des 10 dernières années, peut-être plus que ça, nous avons vu une prolifération des différents programmes dans l'essai de radier l'intimidation d'un point que ça devient difficile pour les éducateurs, les enseignants, etc., de déterminer quels sont les meilleurs programmes utilisés. Donc, la question pour moi en tant que chercheur est, est-ce que ces choses fonctionnent? Est-ce que les programmes anti-intimidation changent l'intimidation et le réduisent dans les écoles? Et la réponse est oui et non. Du côté positif, nous savons qu'il n'existe pas une seule façon de se débarrasser de l'intimidation. Il y a 2 programmes de recherche qui ont été développés, les 2 développés par des ministères de l'Éducation dans leurs pays respectifs, sont très différents dans leurs approches. Un des programmes de longue date, c'est le programme Olveus Anti-Bullying qui donne des conséquences et des sanctions. Et en Finlande, le programme Salmi Valley dans le Kiva. Donc, on parle des programmes de correction des problèmes et se concentre sur les gens en périmètre. Et ces 2 programmes ont réduit la victimisation de 40 et pousser, si on veut, de trouver des pratiques basées sur preuves et trouver des interventions efficaces. Mais l'efficacité prouvée n'est pas une garantie du succès. Par exemple, en Allemagne, les collègues, Elwinkel et ses collègues ont utilisé le programme Helvez dans plusieurs écoles. Et comme pour vous, ici, dans plusieurs écoles, ça réduit l'intimidation, mais dans d'autres, ça a augmenté le taux d'intimidation. Donc, ce n'est pas une garantie du succès. Au cours des 5 dernières années, il y a eu plusieurs études de ces preuves sur le point, à quel point ça fonctionne. Et voici ce qu'ils ont déterminé, voici leurs conclusions. Certaines interventions sont moyennement réussies. On ne veut pas le minimiser. On a vu des écoles se transformer, on sait que c'est possible. Certains sont plus efficaces que d'autres, mais actuellement, nous ne savons pas quelle est la meilleure méthode. Nous savons que des approches multidimensionnelles pour l'école au complet fonctionnent le mieux, mais en général, les effets sont petits. On change des attitudes plus qu'on change des comportements. Et en général, une analyse récente a montré que lorsqu'on les laisse tels quels, on réduit environ 20 de l'intimidation. Je ne veux pas minimiser ça, mais parce que pour un enfant, ça peut être critique à leur sauver la vie, mais en même temps, je crois qu'on peut faire mieux. Pour moi, ce cheminement m'amener, si on veut, à essayer de déterminer pourquoi les enfants deviennent intimidateurs. Et si on peut comprendre ça, on peut mieux concevoir nos programmes. Et en ce faisant, j'ai étudié 3 possibilités. La première, c'est la psychopathologie. Si on regarde la recherche, la question qu'on pose, c'est pourquoi s'ils sont intimidateurs, peut-être qu'ils sont des psychopathes futurs. Et deuxièmement, je me suis dit, bon, combien de cette partie, c'est simplement une façon de vieillir, de grandir, que les enfants apprennent la notion du pouvoir et même à l'abuser, quoi. Et de ce côté aussi, j'ai regardé la psychologie développementale. Et finalement, je voulais en savoir davantage sur la nature humaine. Combien de ce point de l'intimidation est sur le fonctionnement humain. Donc, je vais vous donner un survol de ce que j'ai découvert. Donc, quelle partie est psychopathologique de l'intimidation? Donc, une des choses en Amérique du Nord, ce qui nous a attiré l'attention vers l'intimidation, c'est le massacre à Columbine. Donc, lorsqu'on nous en parlait, c'était motivé par le harcèlement des pères. Donc, ces 2 garçons étaient décrits comme 2 enfants de secondaire qui étaient ridiculisés par leur père
et que ça les a mené à une vengeance de 3 heures. Ils ont tué un enseignant et 12 élèves avant de se tuer. Bon, une décennie plus tard, David Cohen, dans son livre basé sur 9 années de recherche sur cet incident, est venu à la conclusion que Eric Harris était un psychopathe non diagnostiqué et Darren souffrait de la dépression. Donc, une question, c'est est-ce que les enfants qui sont intimidateurs sont vraiment des enfants qui ont de la difficulté avec une maladie mentale quelconque? Nous savons, d'après beaucoup d'études, que les enfants qui sont des intimidateurs ont ce genre de tendances. Ils sont agressifs, ils sont hyperactifs, impulsifs, ils manipulent les autres pour leur propre gain, ils sont narcissistes, ils sont plus intéressés à eux-mêmes que les autres, sont indifférents à la douleur qu'ils causent aux autres, et ils manquent d'empathie et d'anxiété, qui, Dan Levy, un des pionniers dans le domaine, appelait ça les racines, si on veut, de la retenue humaine. Donc, bon nombre de ces caractéristiques sont les caractéristiques d'un psychopathe. En 2012, une étude qui a été complétée qui nous donne une idée sur cette possibilité. Ça a été fait en Grèce et on suivait les enfants de secondaire 1 à secondaire 3. Donc, on avait des rapports sur l'intimidation, victimisation et des principes de psychopathologie. Et on a trouvé que les enfants qui étaient impulsifs et particulièrement narcissistes étaient plus aptes à être intimidateurs. Et les 3 traits de psychopathie, si on veut, on menait à davantage d'intimidation. On a fait une combinaison avec des enfants qui avaient des problèmes de comportement, qui avaient déjà un comportement négatif. On a des taux plus élevés. Donc oui, pour des enfants, il y a des tendances psychopathiques qui contribuent à l'intimidation. Mais dans l'échantillon, ce ne sont pas des psychopathes diagnostiqués, si on veut, ils ont des tendances, mais ça représentait moins de 3 % de la population. C'est une petite portion des enfants qui existent. Et les implications sont quand même assez importantes que pour un petit groupe d'enfants au monde, ce sont possiblement des facteurs contributeurs qu'on doit prendre en considération. Et pour ces enfants, l'identification tôt, c'est très important. Et les enseignants sont les gens qui peuvent peut-être reconnaître ces indicateurs. Et nous savons qu'une intervention hâtive est nécessaire. Et je ne suis pas expert sur ça, mais il semblerait-il qu'il y a des approches promettrices qui pourraient aider les enfants dès le début. On doit se débarrasser des stéréotypes que tous les psychopathes deviennent des tueurs en série. C'est pas le cas. Il y a plusieurs psychopathes parmi nous, d'ailleurs. La recherche par Kevin Dutton aux États-Unis démontre que c'est souvent nos PDG, c'est des gens qui peuvent être objectifs, qui peuvent prendre des risques froids et calculés, si on veut, fait que c'est pas toujours mauvais. Mais l'indicateur qu'il présente, c'est que la discipline punition typique ne fonctionne pas avec ces enfants parce que c'est pas efficace. Donc, il faut percevoir ces enfants comme un sous-échantillon unique qu'il faut traiter de façon différente. Mais le problème, c'est que dans certaines de nos recherches, nous démontrons que nous avons beaucoup d'enfants qui font de l'intimidation et ce ne sont pas tous des psychopathes futurs. C'est des enfants, 500 enfants de 8e à 10e année. On a trouvé que 67 % des gens ont avoué être intimidateurs à l'occasion. Donc, ce ne sont pas tous des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la croissance physique, si on veut? Donc, mentalement, nous savons, d'après des études partout au monde, que l'intimidation, on peut le voir dès la petite enfance, mais ça augmente pendant les années d'école élémentaire et ça atteint sa crête, si on veut, vers entre la 7e et 10e année, au secondaire 1 et secondaire 4. Et après ça, ça descend. Mais ça ne disparaît jamais. C'est présent partout, à l'école, au travail, etc. Donc, pourquoi ça éteint cette crête à ce point? Mais, donc, mon expérience est dans la psychologie développementale et ça me vient à l'esprit que ça a du sens. Donc, le développement social, c'est un processus très lent. On apprend ça avec le temps, pendant le temps qu'on est à l'école. Et autant que les enfants atteignent la fin de l'école élémentaire, ils sont assez sophistiqués, si on veut. Ils ont la compréhension des perspectives, si on veut. Ils peuvent déterminer comment les gens se sentent. Donc, ils ont toutes ces compétences qui leur donnent la capacité d'être intimidateurs. Mais il y a 3 secteurs qui ne sont pas encore développés. D'abord, il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui a mis un adolescent dans un appareil
MIR et a découvert ce que les enseignants et les parents savaient depuis longtemps. C'est que les cerveaux des adolescents ne sont pas complètement fonctionnels. Donc, la section en avant du cerveau, cette section qui rassemble l'information et prend la décision, commence à se développer là au début de l'adolescence et qui termine à l'âge de 28 ans. Pour ceux qui avaient des adolescents, ça va prendre du temps, attendez toujours. Mais le point, c'est que ces enfants sont en évolution constante encore. Et pendant ce temps, ils passent à travers une période de développement d'identité. Quand ça détermine qui ils sont. Et certains vont découvrir l'intimidation parce que ça fonctionne. C'est un autre facteur qui contribue. Et après ça, il y a le développement moral. Il y a des années, lorsqu'on commence à étudier comment les gens se développent de façon morale, on a développé 3, si on veut, catégories au stade de développement moral. Donc, préconventionnel, conventionnel et post-conventionnel. On ne discutera même pas parce que la majorité, nous sommes des voulant tête, si on veut, développement. Donc, c'est des gens qui croient dans les droits de la personne universelle, et sur des pacifistes, peu importe. Mais la majorité des Nord-Américains sont au stade conventionnel, où on comprend qu'on habite dans une société, que chacun doit faire sa part, et si on arrive tous les quatre, tout le monde arrivait à un arrêt sur 4 coins, et on n'arrêterait pas, ce serait un désastre. Mais la majorité des enfants jusqu'au secondaire sont en fait au stade préconventionnel où on se concentre davantage sur ce que je peux en tirer moi. Donc, ils vont tout faire pour réussir, si on veut, mais ils n'ont pas une perspective de société sur le problème. Donc, encore une fois, du côté développement, ils peuvent toujours tomber, si on veut, dans l'intimidation. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces avancées ne sont pas immorales. Mais ce que nous savons, c'est que souvent les enfants se désengagent, si on veut, moralement. Et même les intimidateurs, des fois, ne se rendent pas compte de l'impact de leur comportement sur les autres. Donc, c'est vraiment leur raisonnement. « Ah, je n'ai pas vraiment fait de l'intimidation, j'essaie de faire rire les gens. » Donc, il faut vraiment déterminer comment on peut faire comprendre ces enfants qui sont des adultes en formation, si on veut, et l'intimidation, c'est un point sur lequel on devrait se concentrer davantage. Une des implications ici, c'est qu'on doit cesser de traiter l'intimidation comme un problème de discipline, mais que ça devrait être un instant d'enseignement. On doit aider ces enfants à apprendre une façon différente de faire les choses. Et ensuite, j'ai étudié pourquoi l'intimidation fait partie de la nature humaine. Et bien que ça cesse un peu à la fin du secondaire, ça ne disparaît jamais. Ça fait partie de notre culture presque. Et donc, ce n'est pas une question de développer des capacités ou compétences sociales, mais ça reflète un peu un effet secondaire maléfique de nos tendances de développement humain que nous avons tous, qu'importe notre âge ou maturité développementale. Les humains, c'est des êtres sociaux et souvent notre comportement reflet des tendances ou le comportement des gens en groupe. Et souvent, on a remarqué que l'intimidation, c'est un phénomène de groupe. Il y a quelque temps, Donald VS qui a commencé cette recherche, identifier le cercle d'intimidation, les enfants qui font l'intimidation. Il y a les victimes, mais aussi des gens qui soutiennent ou qui les encouragent à faire de l'intimidation. Après ça, les gens qui sont passifs, qui observent, ils ne font vraiment rien, si on veut. Et souvent, les enfants interprètent les non-confrontations comme si on appuyait. Et il y a les défendeurs, si on veut, ou défendeurs possibles, et c'est une petite partie de la population. Et la majorité des défendeurs, si on veut, ce sont des filles qui sont identifiées de cette façon. Et il y a une recherche similaire de Pepler et Craig, et nous savons qu'il y a des observateurs, si on veut, du côté des pères, dans 88 des temps, mais ils interviennent uniquement 11 du temps, et en général, ils observent de façon passive, 22 des cas, ils aident l'intimidateur. Et lorsqu'ils aident la personne qui fait l'intimidation, cette personne-là devient plus excitée, plus heureux et plus agressif. Donc, une caractéristique ici qu'on doit percevoir ça dans le contexte humain et non juste un problème d'enfant. Et les implications ici, c'est que nous devons, en tant qu'enseignants, commencer à comprendre les processus de groupe parce que nous pouvons manipuler le groupe de façon positive. Et comme ce symposium reflète, nous devons créer des contextes bienveillant et sécuritaire où ça ne se passerait pas. Et ce qui a été utile pour moi à comprendre cela, c'est la théorie de socialisation du groupe. C'est une théorie
controversée parce qu'elle a dit que les pères, des fois, sont plus importants que les parents, que les gens se mettent sur la défensive, et je suis convaincu là-dedans. Mais ce que Harris a fait, c'est qu'elle a rassemblé beaucoup de recherches socio-psychologiques sur le comportement des humains, et voici ce qu'elle a découvert. Qu'importe l'âge, lorsqu'on met les gens dans un groupe, il y a trois processus qui s'enclenchent. Il y a des effets de contraste de groupe. Dès qu'on met les gens en groupe, avec le temps, ils commencent à prendre pour leur groupe contre un autre groupe. Donc, on se bat toujours sur les différents... Donc, on se bat pour différentes choses et c'est une fonction adaptative, si on veut. Mais on espère... Donc, ça développe un favoritisme pour le groupe et une discrimination vers celui qui est différent. Donc, c'est ce qu'on voit parmi les enfants. Donc, c'est un processus. Et si vous ne croyez pas, aller voir une partie de hockey, c'est extraordinaire. Si je divise ce groupe, cette salle en deux groupes et on commence à jouer des jeux, on voit que ça produit. Donc, nous savons que c'est un processus qui pourrait contribuer à l'intimidation. Mais lorsque les gens sont en groupe, il y a autre chose qui se passe. D'abord, avec le temps, on adopte des normes de groupe. On devient plus similaire au groupe dans lequel on fonctionne. Et ce qui se passe par après, c'est que les enfants qui entrent dans ces groupes, ils sont différents. Et on les pénalise parce qu'ils sont différents et ils sont intimidés. Donc, il y a un autre processus de groupe qui a un effet négatif. Et finalement, lorsqu'on met les gens dans des groupes, on crée des hiérarchies. Est-ce que tu es rapide? Est-ce que tu es plus belle, plus riche, etc. Donc, des comparaisons sociales. Et on crée des hiérarchies et il y a une dominance et de pouvoir, si on veut. Et beaucoup de cette intimidation se produit parce qu'il y a les alphas, si on veut, qui gardent les autres en place, si on veut. Donc, ces processus sont des processus normaux, mais en fait, ils contribuent à la possibilité de l'intimidation. Le groupe est très puissant et Mme Harris discute comment nous, en tant qu'individus, on peut comprendre comment fonctionnent les groupes, ce qu'on ignorait avant. D'abord, elle souligne que les pères ne poussent pas, ils tirent, si on veut. Donc, les enfants obtiennent leurs idées, comment se comporter en s'identifiant avec le groupe, et la majorité le font de façon volontaire. Ils veulent être avec les autres enfants. Deuxièmement, les enfants fonctionnent avec la règle de direction du groupe. Si tu es la personne qui ne se comporte pas comme le groupe veut que tu te comportes, et on met de la pression. Et les outils qu'on utilise, c'est donc l'exclusion. Donc, on exclut les autres s'ils refusent de se comporter comme on veut qu'ils se comportent. Et les enseignants sont dans une position extraordinaire pour influencer le groupe. Ils ne font pas partie du groupe, mais ils ont une capacité d'influencer les normes, les stéréotypes du groupe ou même les limites du groupe. Et Harris montre des exemples. Mais l'idée, c'est que si elle a raison, les enseignants sont plus puissants qu'on croyait parce que ils font partie des seules personnes qui ont plus de pouvoir, de puissance sur le groupe que les parents. Et s'ils peuvent avoir un effet sur le groupe, peuvent réduire l'intimidation. Je pense aussi que ça dit que si nous allons traiter l'intimidation, on doit le percevoir d'une façon différente. On doit voir ça comme un problème social, donc l'enseignement ou l'apprentissage socio-émotif. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout ce dont Brian et les autres ont parlé. C'est ce qu'on veut que les enfants fassent, que les autres soient importants pour eux, qu'ils se comportent de façon responsable, qui développent des relations positives. C'est clairement ce qu'on veut que fassent nos enfants. Et les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y a pas juste une possibilité. En fait, il y a un dicton Apache qui dit « Il y a plusieurs chemins pour se rendre au sommet de la montagne » et c'est vrai. Nous pouvons avoir l'enseignement social et émotif en enseignant aux enfants comment, par l'apprentissage coopératif, les pratiques disciplines, des programmes de formation de règlement de problèmes, compréhension émotive, donc l'éducation morale et la discussion de raisonnement parmi les enfants et des initiatives anti-intimidation. Et je vais parler un peu plus tard des façons qu'on peut se faire. Mais nous avons finalement une occasion et l'opportunité et même une obligation de travailler avec la prochaine génération pour améliorer ce monde. Et je vous quitte avec les mots d'une jeune fille qui a été une victime pendant
presque toutes ces années d'éducation et elle m'a donné cette conclusion. Je lui ai dit que je devais terminer quelque chose. Elle dit, je vais te donner quelque chose. En conclusion, il n'y a aucune conclusion à ce que vivent les enfants qui sont immigrés. Ils ramènent ça à la maison le soir, ça vit à l'intérieur de eux et ça ne termine jamais. Et donc, merci Sarah et merci d'avoir écouté.